Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de succès, le podcast où je retrace chaque jeudi matin le parcours de mes invités depuis l'enfance jusqu'à aujourd'hui. Je suis Fabrice Florent, je suis le fondateur de Mademoiselle, un média web féminin que j'ai lancé en 2005 et revendu et quitté durant l'été 2020 après 15 ans de bons et loyaux services. Je suis aussi l'hôte de 3 autres podcasts, Histoire de Daron où j'interviewe des pères sur leur paternité, Histoire de Mec où je fais parler des mecs, de masculinité et un dernier intitulé La reco de FabFlo qui se passe en live sur Twitch et où on discute avec mes invités de leur reco culturel. Si ça vous intéresse, je vous mets tous les liens dans les notes de cet épisode. J'ai réalisé pour Mademoiselle des dizaines d'interviews et je suis heureux de pouvoir vous proposer ce format que j'apprécie tant pendant 1 heure chaque jeudi à partir de 6h du matin dans votre appli de podcast préféré. Cette semaine, je reçois Panayotis Pasko, qui est humoriste, qui est passé par le Petit Journal et Quotidien avant de monter sur scène. On parle pas mal de son enfance, de l'époque où je l'ai connu quand il avait 12 ans et qu'il voulait intégrer Mademoiselle, jusqu'à l'histoire qui l'amène petit à petit à écrire son spectacle et à monter sur scène, et maintenant à produire le travail d'autres artistes. On en parle d'ailleurs. Ce podcast répondra également à pas mal de questions existentielles et notamment une question essentielle que vous devez sans doute vous poser toutes et tous. Est-ce que quand vous n'avez plus de tablette pour le lave-vaisselle, vous pouvez y mettre du liquide vaisselle à la place? Voilà, Panayotis y répondra. Merci beaucoup à Panayotis pour la confiance, ça fait plaisir. Pensez aussi à vous abonner sur votre app de podcast préféré pour ne manquer aucun épisode. Et si vous avez 2 minutes, mettez une bonne note, genre 5 étoiles, et un cool commentaire, comme Petite Lubie, qui a écrit « Les podcasts de Fab sont intéressants, mais aussi tellement honnêtes. Je conseille toujours ce podcast autour de moi, car je sais qu'il y a forcément une histoire de succès qui parlera à toutes les personnalités. Merci aux personnalités singulières qui jouent le jeu au micro de FabFlo et qui me donnent envie de faire ma vie, une histoire de succès à ma manière. Et merci Fab d'être aussi créatif. Et merci beaucoup Petite Lubie, et bravo pour ton histoire de succès à ta manière. Merci également pour vos retours et vos commentaires. Vous pouvez venir sur le Discord pour venir discuter tous ensemble avec les auditeurs et les auditrices. Je vous mets tous les liens dans les notes de cet épisode. Je vous donne également rendez-vous tous les lundis, les mercredis et les vendredis sur ma chaîne Twitch de midi à 14h pour venir discuter et venir rencontrer d'autres personnalités. En attendant, je vous souhaite bonne écoute en compagnie de Panayotis. Comment ça va Panayotis? Ça va et toi? Ça va bien. Je suis content de faire cet épisode avec toi. Mais trop cool, moi aussi je suis content et je suis content de venir chez toi, du coup là c'est chez toi. Ouais, c'est chez moi. Sympa. Tu vois, très bonne ambiance. Bah oui, on est bien. Hein. On avait fait ensemble un épisode du Boys Club à l'époque. Exactement. Ça s'appelait le Boys Club pour parler de masculinité. Donc déjà, je renvoie les gens parce que tu sais, j'aime bien faire ça. Si vous avez virer les gens, les renvoyer. De les renvoyer et qui reviennent après aller plus au tard. prud'homme et tout. Ah non, ça c'est. Ah d'accord. Putain, fais pas ça. C'est chiant, vraiment. Enfin, je l'ai jamais fait. Mais ok, je comprends. Tu le sais, toi, maintenant, on va en parler, mais tu es patron, toi. Oh non. Non, je suis déjà peu patron de moi-même. J'ai beaucoup de mal à m'ordonner des horaires, déjà, par exemple. Ah. Donc, je suis même pas un bon patron pour moi-même. Ok. Mais bon. Est-ce qu'il faudrait pas, de ce fait-là, te trouver une sorte de personne qui s'occuperait de ta vie? Bah écoute, j'aimerais bien moi trouver quelqu'un qui vit ma vie à ma place, sauf les moments excitants. Tous les moments chiants, genre étendre le linge, trier les chaussettes, c'est beaucoup lié à la machine à laver. Oui, au lave-linge on dit, ouais. Je confonds toujours lave-vaisselle et lave-linge. C'est pas pareil. Hein. Enfin après tu peux essayer de mettre ton linge au lave-vaisselle, mais ça va être chiant. Pas longtemps j'avais plus de capsule pour le lave-vaisselle et j'ai mis du truc à la main et en fait faut pas faire. Ah bah non. Ouais. J'ai niqué mon parquet. Ouais, j'ai mis du lave-vaisselle dans le produit quoi, mais c'était horrible. Mais voilà, par exemple, j'aimerais bien avoir quelqu'un que je paye pour gérer tous ces trucs là, tu vois. Et que moi juste je garde les délires genre monter sur scène, kiffer la vibe quoi. Qu'est-ce qui fait? À quel moment tu t'es dit bah OK, c'est du savon en fait, ça va aller ça va marcher aussi. Mais parce que je me suis dit le lave-vaisselle dans le titre, il y a l'outil lave-vaisselle, tu sais ce que je veux dire ou pas? Non, mais des fois quand tu fais la vaisselle dans l'évier, tu utilises le produit. Mais je me suis dit, c'est la même action de laver la vaisselle. Du coup, j'ai mis un peu partout, comme ça. Et en fait, ça mousse énormément. C'est horrible. C'est vraiment... j'étais dépassé par les événements. Mais surtout, moi, je lance mon truc. Je vais faire d'autres choses. Puis j'entends mes chats et tout qui miaulent. Mes chats, oui, il y a des nouveautés. Non, en fait, je suis en coloc avec mon frère en ce moment. Il a ramené son chat aussi. Okay. Et du coup, je les entends miauler et tout. Et j'arrive et vraiment, littéralement... une mousse partie avec des chats qui stressent au centre et des petits verres. Mais pourquoi t'as pas tapé dans Google est-ce qu'on peut mettre du liquide vaisselle au lave-vaisselle? Parce que je suis pas cette personne. J'apprends de mes échecs, ok? Voilà. Ok.
Merci pour cette anecdote. Ben non, mais c'est pour que tu comprennes qui je suis. Bon, Panayotis, on va reparler un peu de ta vie, ton avant. Avec plaisir. La première question que je pose à tous mes invités, c'est à quoi tu ressemblais quand tu avais 7-8 ans? Bah, il y a pas longtemps, ma mère, on a fait une interview pour le 1945 d'M6, et tu sais, ils aiment bien interviewer les darons et tout. Ah, ok. Et le journaliste, il m'a dit, demandez à votre mère comment vous étiez quand j'étais plus jeune. Et donc moi, j'étais en mode, comment j'étais quand j'étais plus jeune? Et là, c'est marrant, mais elle était archi honnête, elle a dit, en vrai, t'as jamais été jeune. T'as toujours été vieux, et ça nous a même un peu fait peur et tout. Et ça m'a fait un peu fait. Et du coup, j'en ai beaucoup parlé avec elle. Et elle m'a dit, je sais pas, quand t'étais petit, d'ailleurs, je crois que c'est quand j'avais 8 ans, genre j'avais créé une espèce de dossier. J'avais pris un carnet et j'avais répertorié tous les hommes et femmes politiques en fonction de leur clivage, à droite ou gauche, à 8 piges. Donc vraiment un gamin très chelou. Et pourquoi faire? Je sais pas, aucune idée. Je t'ai raconté comment je fais la vaisselle. Faut arrêter de poser des questions sur mon individu. Non, mais je vais faire en sorte d'essayer de creuser, quoi. Non, tu vois, je sais pas. Il y a pas longtemps, il y a quelqu'un qui m'a écrit, pareil, j'étais en cours d'art plastique avec cette fille quand j'avais de mes 7 à mes 10, 12, non, peut-être un peu plus tôt, 6 à 12, un truc dans le genre. Et elle m'a dit, t'étais vraiment trop chelou. T'étais vieux. Elle m'a dit, t'étais vieux et tout. Elle m'a dit, tu ramenais des bouquins d'art et tu les lisais pendant 1 heure et tu dessinais dessus et t'en aurais dit un mec très bizarre, quoi. Donc je pense que j'ai jamais été. À 8 ans, j'étais pas un kiffeur. J'avais pas trop d'amis. J'étais dans mon coin. Ah. J'étais fan d'opéra, de Freddie Mercury. J'étais fan de Freddie Mercury. Ah ouais? J'avais des vibes bizarres. J'ai acheté déjà des vinyles en brocante. À 8 ans? Ouais. Avec l'argent qu'on me donnait à mon anniv et tout, j'accompagnais ma mère en brocante et j'ai acheté des vinyles et tout. Non, c'est très enfant très particulier. T'avais pas trop de copains? Non, quand j'étais jeune, non. C'est venu plus tard. C'est venu quand j'ai découvert qu'en fait, d'être méchant et de vanner les autres, parce que oui, j'ai commencé comme ça. J'étais... Souvent, je vois des trucs et les humoristes, ils disent « Ah, souvent, on était le gamin qui se faisait vanner. » Moi, c'était l'inverse. J'étais le beau bâtard qui était méchant et tout. Et du coup, j'avais des amis... Et d'ailleurs, c'est marrant, mais en 4ème, j'ai commencé à m'excuser auprès des gens à qui j'avais fait des blagues un peu trop dures. Et après, j'ai été la risée, parce que j'étais le gars qui était allé s'excuser auprès de tout le monde. Ah ouais. Mais oui, du coup, plus jeune, 8, 11, j'étais très seul. Okay. Mais je kiffais. Et aujourd'hui, je sais plus être seul. C'est marrant. Aujourd'hui, si je passe une soirée solo, je suis pas bien. Ah yes. Je sais pas quoi faire. Je passe mes soirées à essayer d'appeler des potes. Tu veux passer Mais mec, il est 1h du matin. Ouais, mais quand même, je sais pas. Ouais. Donc, c'est marrant. C'est quoi le switch entre le moment à 8 ans où t'es tout seul et le moment en 4ème où tu t'as trop vanné trop de monde? Le switch, c'est, je crois qu'il y avait un collègue, j'allais dire. Comment on dit camarade? Oui. Un camarade de classe qui avait pleuré suite à une de mes blagues. Et ça m'avait un peu fragilisé. Je m'étais dit, waouh, maybe too much. Ouais. J'étais très anglais quand j'étais petit. et du coup, je m'étais dit, ouais, c'est pas cool et tout. Et j'avais décidé de... Je sais plus pourquoi, mais j'avoue qu'à un moment, je m'étais dit, ok, il faudrait quand même essayer de réparer ses erreurs, sinon tu vas devenir quelqu'un de méchant. Ah, je sais plus, mais je sais plus, mais il y avait un lien. Je me demande si c'est pas un rapport avec Gérard Jugnot. Parce qu'à cet âge-là, déjà, j'allais à Paris faire des interviews. Ah putain. Et oui, j'ai commencé à 12 piges. Je me souviens. Et bah oui, je te faisais chier, je te harcelais pour intégrer Mademoiselle. Et tu m'as pas pris. Donc mais non, t'étais un mec. Et alors? T'avais 12 ans, t'étais un mec, franchement, gars. Je crois qu'à 12 ans, on sait ce qu'on est. Cette punch. non, mais bref. Et j'avais rencontré à une soirée Gérard Jugnot et il avait été vraiment méchant. Ah ouais? Enfin, je l'avais pas trouvé cool. Et je crois que c'est ça qui m'a fait me dire, j'ai pas envie de devenir Gérard Jugnot. C'est marrant comme truc de vie, comme postulat de départ de je veux pas être Gérard Jugnot. Et du coup, je m'étais excusé auprès de ceux que j'avais blessés à l'école. Je crois que c'était ça. Donc c'est marrant de se dire qu'il y a des gens qui se sont pris des excuses dans la gueule parce qu'un gars s'est dit, je veux pas être le gars des bronzés. Je veux pas être ce gars. Il avait été méchant avec toi? Un peu globalement dans la vraiment ambiance du mec que tu veux pas devenir. Tu sais, dans les films, tu vois le film de James L. Brooks avec oh là là, ça y est, je deviens ma mère, putain. Je fais ça aussi parfois, mais ça arrive. Avec Jack Nicholson. Ok. Super film de James L. Brooks qui s'appelle, je sais plus comment, qui est super. C'est un mec reclus dans son appart qui est très méchant et qui tombe amoureux d'une femme et qui essaie de. C'est un très beau film, très marrant. Et voilà, un peu ce perso-là de Jack Nicholson dans ce film-là. Et j'ai vraiment j'ai envie de devenir ça. Ok. C'était bien la rêve que personne n'a pour parler d'un truc que. Ok. Ouais. Normalement, une métaphore, c'est censé rendre le truc plus compréhensible.
Et moi, je l'ai rendu beaucoup plus lointain. Beaucoup plus perturbant. Mais donc ouais, t'as ce truc aussi assez rapidement où t'as envie de devenir intervieweur. Ouais, plus jeune. Quand t'as 12 ans. 12 ans. Ouais. Pourquoi t'as envie de devenir intervieweur? Je pense, maintenant que j'ai un peu plus de recul, puisque j'ai 10 ans de plus, 11 ans de plus bientôt. Il a 23 ans, il est très jeune. Ouais, mais je me rends compte, je crois qu'en fait c'est parce que je n'osais pas m'assumer que je voulais être artiste. Ouais. Et du coup je m'étais dit je vais aller rencontrer des artistes et être au plus proche d'eux. Et vraiment si proche que je peux peut-être les écraser et devenir eux. Tu vois, il y a ce truc de je veux les coller jusqu'à ce que je fasse ventouse et qu'en fait on soit la même personne. Et donc j'ai contacté beaucoup de gens de ce métier-là, de cette branche-là artistique, et je me voyais plus comme un petit stagiaire d'ailleurs qu'un intervieweur ou un journaliste entre guillemets, parce que j'allais vraiment et je leur posais des questions sur comment ils faisaient, comment ils abordaient la question, comment ils arrivaient à leur fin, comment des fois ils loupaient. J'étais très intéressé, et je pense, et je le fais toujours, dès que je commence des nouvelles choses ou que je vais dans des nouvelles branches de métier, je fais le petit stagiaire. Tu fais un peu une masterclass, quoi. Ouais, Tu vois, bah là par exemple, j'essaie de me lancer dans la prod, Ouais. et j'ai fait 24 heures de stage dans une boîte de prod avec un producteur. Tu vois, Et tu posais toutes les cet questions. été, je l'ai fait dans la com. Ouais, c'est ça, et vraiment. Et du coup, T'imagines tellement ton petit toi de 12 ans. Ouais. Et du coup, je suivais les gens et tu vois, je leur posais plein de questions et ça m'intéressait. Et c'est trop cool. J'ai pu rencontrer Orelsan, Gad Elmaleh, Kian Kojandi, Vincent McDoom. Et t'as plein de gens. J'ai rencontré Deep Purple. J'ai rencontré Toto. T'as encore les vidéos sur David internet? Page, Steve Lukather. Je les ai retirés pour l'instant. Ah. Pour le moment, je les Tu ai veux en mis faire, en non répertorié. Est-ce que tu vas en faire un bonus Un dans de ces ton- quatre, dans ton hein, DVD? peut-être. Franchement, non, mais je sais qu'un jour j'en ferai un truc, mais c'est un peu dur encore à regarder. Parce que je vois qui je pensais être et que je savais pas du tout que j'étais pas cette personne. Quoi? Il y avait un truc un peu de... je devais, à 12 piges, quand tu te mets devant une caméra, t'es obligé de jouer une personnalité supposée. Tu vois, t'es obligé de faire croire « Je suis cette personne, bonjour !» Et ça me met un peu mal à l'aise de voir à quel point j'étais pas à l'aise avec moi-même. Donc... Ah, mais en même temps, t'avais 12 ans, mec. Ouais. Non, mais c'est ce coach. Enfin, tu vois, moi, de l'extérieur, je recevais des SMS d'un gars qui s'appelait Panayotis. En plus, tu vivais pas à Paris à l'époque. Donc, Pas du tout, tu à Bondoufle. Tu venais de temps en temps et tu disais je viens à Paris, machin. Enfin, j'ai encore les vieux SMS sur mon téléphone. Ouais, des fois, souvent, on m'envoie des MMS d'une photo de ma carte de visite de quand j'avais 12-13 ans. Ouais. Il y a pas longtemps, c'est qui? Je me demande si c'est pas... Non, Est-ce que c'est Gad? Non, mais il y a quelqu'un qui m'a... un truc, je sais plus si c'est Orelsan ou qui a retrouvé ma carte de visite. Donc c'est un peu marrant, quoi, cette idée-là du gamin qui veut faire le pro, qui a des cartes de visite qu'il a Bien imprimées, sûr. qu'il a fait sur OpenOffice, je crois, à l'époque. Voilà. Parce Et que que j'avais t'avais pas imprimé Word. chez moi et que j'avais collé 2 feuilles pour faire genre une carte de visite cartonnée et tout. Enfin, compliqué, quoi. Mais bon, mignon. Mais est-ce que ça va avec ce truc de vouloir être très vite adulte? Ah bah bien sûr. J'ai toujours détesté les jeunes, mais je les déteste toujours. C'est ça qui est horrible. C'est pour ça que tu vas pas sur TikTok. Ouais, non mais c'est vrai. J'ai toujours été mal à l'aise avec la jeunesse, mais je pense que ça n'a aucun rapport avec la jeunesse. Pour le coup, c'est un rapport avec moi. Enfin, le problème vient de moi. Je pense que la jeunesse est très bien, hein, mais j'ai toujours eu ce problème d'être pas être à l'aise de traîner avec des gens de mon âge ou... Tu vois, mes meilleurs amis, ils ont 30, 40, 50 ans. C'est très bizarre. J'ai toujours eu cette espèce de truc... je sais pas. Je sais pas pourquoi. Il faudrait que je voie un ou une psy. Ah, t'as jamais fait? J'ai fait un peu, mais j'ai jamais fait... En vrai, je crois que je suis un peu heureux là-dessus. T'as D'y peur aller d'ouvrir la profondément. boîte de Pandore? Et j'ai peur de perdre des sous, parce que ça coûte cher. C'est cher, Non, ce mais truc. Oui, mais ça... Ça vaut le coup, mais vaut le coup. écoute, à 23 piges, je sais pas si tu peux te permettre de sortir 400 balles par mois. Tu vois? Bah, alors là, effectivement, là, tu travailles plus. D'accord, je comprends. C'est vrai. Mais sinon, en vrai, Covid. si tu travaillais, Ouais, c'est un bon investissement sur toi, mec. c'est vrai, c'est sûr. c'est vrai. Non, c'est vrai. Moi, je l'ai fait trop tard. J'ai fait à 39 ans. Beaucoup trop tard. Attends, mais t'as quel âge, toi? 43. Mais pourquoi? Mais attends, t'as 43 piges? Oui, pourquoi? C'est super bizarre. De quoi? Tu fais tellement... Je te jure, tu me disais 32, je disais bah grave. Ok. Super bizarre. Waouh, j'ai pas du tout su Tu mettre... savais pas? Non. Bah oui, voilà. Waouh. Mais alors dis-moi, laisse-moi juste te dire que 39 ans, c'est trop tard. Franchement, pour débarquer chez lui, Ok. c'est une connerie. Vraiment, Je c'est comprends plus... beaucoup. C'est pas ça, c'est beaucoup de temps perdu. Pourquoi? Bah parce que en fait, tu te rends compte à 39 ans que quand on te file des clés, tu vois. Ouais. Imagine, t'es dans une maison et t'as des portes fermées. Ouais. Et en fait, à 39 balais,
tu te rends compte en fait que cette clé-là, elle va t'ouvrir une une immense partie de ta maison que tu n'avais pas. Ouais. À un moment donné, tu peux te dire, putain, mais c'est chiant, j'aurais bien aimé en profiter avant en fait, de cette immense pièce. Tu vois, elle est bonne la métaphore ou pas? Eh bien. Voilà. Il y avait quoi dans la pièce? Bah, autre chose, complètement autre chose. Vraiment une autre. Ambiance, quoi. Ouais, vraiment. Un truc disco. Une backroom. Waouh. Ouais, j'avoue, chez toi, t'ouvres une porte, il y a une backroom. T'es en mode, putain, mais dites-moi plus tôt. Bah voilà. Tous les soirs où je pouvais pas être seul. Exactement. Je serais allé là. Putain. Donc Ok. bref. Donc ouais, qu'est-ce qui fait que t'aimes pas les gens de ton âge? Je sais pas. Je sais pas du tout. Faut que t'arrêtes de dire je sais pas, ça va être chiant. Comme podcast? Ouais. Mais c'est bien de dire je sais pas. Non mais oui, Mais t'as oui, raison on n'a de plus le dire- droit de dire je sais pas. Je te Si, jure. t'as le droit de dire je sais pas. Regarde le gouvernement, c'est marrant, ils ont vu, il y a eu du Covid à cause d'une chauve-souris et il y a aucun truc où On ils disaient sait pas. franchement on sait pas. On sait pas non plus. On si sait pas. vient Et ça va vraiment de réouvrir, aucune idée. Ah oui. On sait pas, il y a des variants qui arrivent de partout, on ne peut pas vous dire. Mm. Mais non, je te jure, je sais pas. Je sais pas pourquoi j'aime pas les gens de mon âge, je sais ce que je n'aime pas. En fait, je crois que je suis mal à l'aise avec le côté très frontal de la vie parce que je l'ai jamais été. Je pense que c'est un malaise qui vient de la jalousie. Ok. Qui prend racine dans la jalousie parce que j'ai jamais su être heureux frontalement, genre vivre un truc et le laisser entrer en moi. Ah. J'ai toujours été dans le sondage, dans l'analyse, dans comment il faudrait que je réagisse pour être apprécié. J'ai toujours été plus cérébral. Et j'ai l'impression que la jeunesse, c'est aussi l'inconscient au sens beau en fait du terme. C'est le côté faire des choses et ne pas se rendre compte de ce que ça peut créer ou faire des choses et ne pas se rendre compte des conséquences tant qu'il y a une vibe qui tu vois qui émane de là. Ouais. Et moi je suis pas du tout là-dedans. Depuis tout petit, tout ce que je fais, je le triture dans ma tête avant de le faire. Et du coup j'ai l'impression que peut-être il y a un fond de jalousie aussi qui fait que je suis mal à l'aise de la jeunesse alors que je suis censé être jeune. Et t'as l'impression que les trentenaires ou les quadras, ils sont plus, t'arrives plus à connecter en termes de cerveau, quoi. Bah, il y a peut-être aussi un truc des fois, je me dis, là, plus j'avance dans la vie, plus je me rends compte que je pense qu'il n'y a rien qui compte dans la vie à part être un enfant ou avoir un enfant. Mais. T'as dit quoi? Il n'y a rien qui compte dans la vie à part être un enfant ou avoir un enfant. Ok. Je pense. Plus j'avance, plus je me rends compte que le reste, on comble. C'est vraiment. Ah ouais. Je sais pas. Mais. C'est deep, putain. Non, c'est mon point de vue. Hein. mais Mais c'est un point de vue qui est arrivé il y a quelques temps et qui repartira peut-être un moment. Hein. Il Ok. faut le laisser entrer et sortir. Ah oui, je suis d'accord. Et non, je me demande des fois parfois, si j'ai pas aussi ce rapport à la vie de ça sert à rien de la vivre tant que tu sais pas vivre la vie. Comme ça sert à rien d'acheter une grosse voiture tant que tu sais pas bien conduire. Et des fois, je me dis, la vie, elle est cool à partir du moment où tu sais vivre. Et quand est-ce que ça démarre? Bah ouais, bonne question. Bonne question. Moi, je me suis toujours dit que mon père sait vivre parce qu'il a cette espèce d'injonction à l'intensité de la vie, tu vois. Il veut toujours prouver que lui, il sait vivre. Et en fait, je pense que non. Et donc, ça remet beaucoup Mais j'ai grandi avec cette idée-là qu'il y a des gens qui savent vivre et d'autres non. Et du coup, j'ai l'impression que j'avais ce rapport à la jeunesse qui est mais vous connaissez rien encore, et je m'incluais dedans, hein, Ouais. vous connaissez rien encore, arrêtez d'essayer de vivre. Tu vois, genre, hiberner jusqu'à 40 piges, quoi. Mais ce qui est débile, parce que si t'hibernes, t'auras pas l'expérience qui fait qu'à 40 ans, t'as 40 ans, bien sûr. Mais quand j'étais plus jeune, je pense que c'est de toutes ces espèces d'idées-là qui ont infusé, qui ont fait que j'avais un profond dégoût de la jeunesse. En m'incluant dedans, j'ai toujours été très mal à l'aise avec. J'ai essayé de m'habiller plus vieux, de parler plus vieux, je me suis forcé à lire, à écouter des trucs. Tu vois, je pense que j'étais fan d'opéra parce que je me disais c'est un truc d'adulte. J'ai fait 6 ans d'accordéon alors qu'au fond, je pense que je voulais faire de la guitare juste parce que je me disais c'est un instrument d'adulte. Donc, est-ce que j'ai gâché mon enfance? Bonne question. Non. Je sais pas. Tu crois? Je sais pas. Non, je crois pas. C'est ma psy qui me dira. Bah, À la fin de la première séance, elle dira oui, vous avez gâché votre enfance. c'est 400 €. Voilà. Ok, c'est intéressant. En fait, mais j'ai un peu l'impression, et t'en parles un peu dans ton spectacle, que tes parents sont des gens qui sont, en tout cas ton père est très fermé aux émotions aussi. Ouais, ah oui, ça c'est Et sûr. que sans doute, à un moment donné, il t'a... Enfin, tu vois, c'est quand même ta figure paternelle, quoi, tu Ouais. vois. Bah, les émotions, c'est aussi un truc très jeune, pour le coup. Je le relie à la jeunesse. Tu crois? Il faudrait que tu mettes ton... Ah oui, plus près. Non, j'ai l'impression que
j'ai l'impression que les émotions, elles sont plus difficiles à gérer quand t'es plus jeune. C'est-à-dire que plus t'avances et plus tu prends de champi dans ta vie. Non, mais ça t'aide, hein, je pense vraiment pour le coup à fixer, à agrandir ton échelle d'émotions. Mais tu vois, quand j'étais petit, des fois j'avais des boules dans le ventre. Ouais. J'avais pas les mots à mettre dessus, je les avais très peu expérimentés. Et du coup, j'avais l'impression que c'était la fin du monde ou alors que c'était une page qui se tournait ou autre. Alors que maintenant, quand ils arrivent, je me dis, bon, bah ça c'est ça va passer. Tu vois, je me connais mieux. T'arrives quand même à savoir. Ouais, okay. Mais t'as mis du temps, mais ça c'est normal. Bah, c'est ça, entre autres, je pense, apprendre à vivre. En vrai, apprendre à vivre, la phrase est pas complète. Je pense que c'est apprendre à vivre avec soi, apprendre à accepter cette fatalité que tu seras toi toute ta vie et qu'il faut être faut mieux être à l'aise avec soi. Parce que tu vas passer, si tout se passe bien, 80 piges avec toi quand même. Donc complicado. Et ouais, et du coup, notre père nous a vraiment éduqués dans ce truc-là de il faut pas pleurer, il faut pas faire ceci, il faut pas. Et donc, je pense que quand on était jeune, ça nous a aussi un petit peu enfermé dans ce truc-là de il faut pas ouvrir cette porte tout de suite. Et pour autant, je pense que c'est la porte de la jeunesse, de laisser les émotions sortir très facilement, de pas être dans le calcul. On en revient à ce que je disais tout à l'heure, d'être très frontal, tu vois. Et nous, on était plus dans on les renferme à l'intérieur, on y pensera demain, on y pensera ce soir, en fixant le plafond. Moi, je fixais la lune. J'avais un Velux et quand j'avais une boule dans le ventre, j'ouvrais mon Velux et je regardais la lune traverser. Et dès que la lune a quitté le champ de mon Velux, ma boule dans le ventre partait avec. C'était mon petit truc le soir. Ouais. Waouh, mais c'est long quand même. C'est chiant de ouf. C'était 25 minutes le temps, même plus qu'à travers, c'était horrible. Mais non, mais du coup, tu vois, j'aurais aimé. J'ai très peu fait dans mon enfance. On me dit un truc et je pleure ou je m'énerve. Je me suis jamais vraiment énervé. Je me suis jamais battu. Il y a plein de choses que j'ai pas vécues. J'étais très une espèce de petit enfant modèle, tu vois, très mannequin de H&M, tu vois. Ça va mieux maintenant ? Bah, je sais pas. Tu te mets en colère parfois ? Non, je sais pas faire. Toujours pas. Il y a pas longtemps, je me suis énervé, tu vois, j'ai fait un truc que mon père fait. Il y avait un débat important, et je me suis énervé, et je me suis levé, et je suis parti. Ce qui est le truc, littéralement, dont je me fous de la gueule de mon père dans le spectacle, tu vois. Et je l'ai fait. Et je suis allé dans le salon, j'ai fumé une clope, et en fumant la clope, je me suis dit, putain, mais t'es complètement con, quoi. Tu deviens ton daron. Mais parfois, il vaut mieux faire ça. Retourné. Enfin, mais parce qu'en fait, c'est juste une fuite. Enfin, tu vois, c'est une fuite. Oui, mais c'est une fuite. Mais ça sert à quoi de fuir ? Mieux vaut apprendre à revenir sur le ring et essayer de mieux affronter, parce que tu te bats contre tes propres émotions en vrai sur le ring. Les gens, pour moi, en débat, t'es débile si tu te bats contre la personne. Faut se battre contre ce qui se passe dans ta tête. Et du coup, j'ai vraiment fait littéralement un truc de mec qui n'assume pas ses émotions, qui peut pas. Enfin, donc je me rends compte que c'est pas du tout réglé ce truc. Loin de là. C'est très difficile de pleurer devant des gens. C'est très difficile de. J'ai jamais dit je t'aime de ma vie. C'est très difficile d'assumer des relations, Enfin, c'est très compliqué tout ça. Je me permets une petite pause dans ce podcast, parce qu'après tout c'est le mien, pour vous demander, si ce n'est pas encore fait, de vous abonner au podcast directement depuis votre appli de podcast préférée, ou sur Spotify ou sur Deezer. Vous pouvez aussi vous abonner à ma newsletter, je vous envoie régulièrement mes kiffs personnels du moment, des recos séries, des recos ciné, des recos livres, mais aussi, et bien sûr, mes dernières productions. C'est le meilleur moyen de ne rater aucun épisode. Je vous mets tous les liens dans les notes de cet épisode justement. Allez, merci beaucoup et retour à l'interview. Tu disais justement que tu as peur d'aller chez un psy ou chez une psy parce que tu dis qu'est-ce qui va se passer si... Parce que tu mettais l'argument financier en face, mais bon, ok. Oui. C'est une façon comme une autre de... Bien sûr. C'est une excuse, quoi. Bien sûr. Non, c'est pas que j'ai peur, c'est que j'appréhende J'en ai beaucoup discuté avec un ami humoriste dont je tairai le nom, mais qui a vu une psy pendant 10 ans et qui m'expliquait... Moi, je lui disais, mais est-ce que c'est quand même pas bien d'avoir des monstres dans ton angle mort ? Parce que c'est des choses derrière. Tu cours toujours, en fait, tu fuis toujours quelque chose et du coup, cette urgence te pousse à créer. Et lui, il m'a dit, en fait, c'est débile de croire que voir un ou une psy, ça va annihiler, ça va détruire ton monstre. Juste, tu le verras, en fait. Au lieu qu'il soit dans ton angle mort, tu le verras et tu auras encore plus d'options créatives qui vont venir à toi parce que d'un seul coup, tu vas voir à quoi il ressemble, tu vas connaître ses angles morts à lui plutôt qu'il soit dans les tiens. Tu vas pouvoir mieux appréhender ton monstre, tu vas pouvoir le dompter quand va falloir ou le déchaîner quand va falloir le déchaîner. Et du coup, ça m'a quand même rassuré. Mais j'ai longtemps eu cette espèce d'appréhension de... Tu vois, moi, j'aime pas dans les films, quand à la fin du film, tout se règle. Et du coup, je me disais, putain, à 20 ans, si jamais je vais voir une psy et qu'en 5 ans, elle me dit, bon, bah voilà, vous êtes parfait maintenant, tout est bien. Ça n'arrive pas. Je sais, mais j'avais ce truc-là de me dire... Est-ce qu'il faut régler ce truc trop tôt ou est-ce qu'il faut que j'essaie par moi-même ? Et aussi, je pense, ce truc d'ego de je peux réussir par moi-même, ce qui, je pense, est faux. Tu peux, mais c'est plus long. Ouais, c'est-à-dire que tu t'apprends
C'est pareil, en fait. C'est comme si on te dit à un moment donné, en fait, t'as des clés qui sont cachées dans la maison, vraiment cachées de ouf. Ouais. Tu vas finir par les trouver au bout de 20 ans. Ouais. Mais il y a aussi, ou alors il y a quelqu'un tout très vite qui peut dire chaud, froid, très froid, très froid. Ouais. Voire même carrément te les filer, les clés. Ça, c'est génial. Mais ça, c'est pas un psy, c'est un dealer, ça s'appelle. Non, t'es pas. Non. Par exemple, tu vois, ma psy, elle m'a donné un conseil très intéressant, tu vois, parce que tu parles de monstres. Mais en fait, déjà, tu vois, tu mets un truc négatif. Parce que. Ah non, moi, je te parle pas de monstre au sens négatif, je parle monstre au sens japonais. C'est une espèce d'entité que tu. Okay. Mais je vois pas un truc flippant, hein. Au contraire, je vois une espèce de monstre comme une version de toi différente, tu vois. Hyper intéressant. Vraiment la version japonaise du monstre, tu vois, qui est ni positif ni négatif, qui est une espèce d'entité qui sort de l'univers humain, quoi. Ok. Et avec qui tu peux finir par... Ouais, baiser. Ouais, peut-être. Ouais. Si c'est vraiment ton truc. Je te jure, j'aimerais baiser avec moi. Alors, c'est Navo qui avait posé cette question sur Instagram, et je trouvais très intéressant, c'est si vous aviez la possibilité, est-ce que vous baiseriez avec vous ou pas ? Moi, je pense pas. Bon, tu viens de dire le contraire. Non, mais j'aimerais baiser avec mon monstre, c'est pas la même chose. Okay, non, pas avec moi. Moi, j'aimerais baiser avec mon monstre, parce que je pense que ça pourrait résoudre des choses. Mais... non, parce que je pense que moi, j'arriverais... Mon but dans la vie, c'est de réussir à... faut pas interpréter ça sexuellement, c'est une métaphore, à me faire pénétrer par les choses, que les choses rentrent en moi. Et je suis encore cette espèce de boule de contrôle que mon père a façonné, qui est je ferme tout, quoi. Dès qu'une émotion arrive, je ferme, je la laisse pas rentrer, je laisse pas les gens, j'ai très peu confiance, je laisse pas les gens rentrer en moi, tu vois. Et du coup, j'ai l'impression que le rapport, enfin, le moment où ça va s'ouvrir, c'est vraiment l'idée pure de la pénétration, qui est de laisser les choses entrer en toi. Bref, mais d'un point de vue philosophique, peut-être sexuel, on sait pas. Mais en tout cas, avec moi, non, je pense pas. Parce que je pense que je suis pas assez à l'aise avec mon corps. Enfin, j'aime pas... Je suis pas... Ouais, si, non. Je pense que mon corps, c'est pas mon délire. Voilà. Ok. Ça devient d'où ? Ça devient d'où ? Je sais pas, mais je suis pas... je suis toujours dans la recherche d'améliorer mon corps, tu vois. Donc déjà, ça prouve qu'il y a anguille sous roche. Mais là, il y a pas longtemps, je cours beaucoup. Je me suis fixé il y a pas longtemps un nouveau truc qui est de faire à chaque fois un nombre de pompes qui grandit avant la douche. Donc tous les jours, même quand je suis en retard, je me douche et j'ai commencé à 20 pompes, 21, 22, 23 et ainsi de suite. Mais j'ai toujours cette espèce de délire de mon corps pourrait être mieux et tout. Donc je pense que si je me croisais dans un bar, je serais vraiment en mode nope. Hey, c'est le gars du petit journal. Il va bien, Yann Barthès. Je dirais juste ça et je partirais. Voilà. Très bonne transition. Non, en fait, j'allais faire la transition sur le petit journal, mais avant ça, comment ça se passe ta scolarité en fait ? Écoute bien, j'ai jamais eu besoin de beaucoup faire des devoirs ou de beaucoup relire les cours pour les apprendre. Ouais. J'apprenais beaucoup en cours et je faisais rien le soir et j'avais la moyenne. Je vois tellement comme ce genre d'élève. Ouais, et qui ne se rendait pas compte de sa chance et qui du coup quand les autres avaient des notes de merde étaient en mode mais t'es nul ou quoi ? Il suffit juste d'écouter en cours alors qu'en fait non, tu te rends pas compte que t'es chanceux de réussir à retenir des trucs. Et est-ce qu'avec le recul, t'as la sensation que ça t'a pas... ça te pose pas des problèmes aujourd'hui en tant qu'adulte ? Parce que finalement t'apprends pas à travailler. Ah oui, ça je suis d'accord. Ça, mais je pense que la télé m'a appris ça. Ok. Après ça a été 2 ans de travail intense, ça suffit. Pas besoin de... Ouais, tu vois, j'aurais pu écouter un peu plus en cours de français. Mais non, ça a été 2 ans très intenses en termes de travail parce que la télé c'est du flux, donc il faut toujours bosser un truc. Et en plus de ça, je passais le bac, donc il y avait littéralement bac en banlieue dans le 91. Taxi, Paris, j'ai essayé de gérer une carrière de chroniqueur à la télé devant 2 millions de personnes. Retour cours de maths parce que t'es en S et que tu passes un bac S dans 3 mois. Et revenir pour aller interviewer Karl Lagerfeld à Paris, faire le montage, écrire la chronique dans 3 jours et ainsi de suite. C'était très bizarre et ça m'a appris à me structurer en fait. Je pense que c'est ça aussi. Et ça m'a appris à vraiment... je me lève à cette heure-ci, je fais ça, j'arrête pas tant que j'ai pas fini. À 10h j'ai ça, à midi j'ai ça. Tu t'es rendu compte très vite qu'il fallait que tu fasses ça ou... Ouais, parce que ça je pense que c'est la clé gamin, pour le coup pour la télé ou pour même d'autres métiers qui sont beaucoup plus... Le stand-up pour le coup c'est un peu plus libre parce que t'as des phases d'écriture, t'as des phases où tu fais rien, t'as des phases où tu joues, des phases où tu joues pas, la tournée c'est beaucoup plus éparse comme emploi du temps, mais dès que t'as des gros projets sur des deadlines, ça m'a appris à structurer, à me fixer moi-même des deadlines et à structurer tout ça. Donc je pense que j'ai appris à travailler grâce à ce moment où je passais et le bac et le petit journal en même temps. Et j'ai eu aucun des deux. Non, c'est faux, j'ai eu le bac. Comment tu t'es retrouvé au petit journal ?
Et bah écoute, du coup, ouais, je faisais mes petites interviews depuis mes 12 ans. Et, et à un moment, j'ai commencé à me dire, mais moi aussi, je peux être marrant et tout. Vas-y, tente des castings. Et donc, j'ai rencontré des directrices de casting. Et voilà, je leur disais toutes, si vous avez un petit rôle ou ceci, dites-moi. J'ai passé quelques castings. J'ai réussi un casting pour une pub qui est d'ailleurs, je crois, toujours sur YouTube. J'étais parti en Roumanie à 14-15 ans. Et c'est la première fois que j'ai rencontré Farid parce qu'il était sur cette pub. Okay. Et pour une pub Nintendo ou un truc dans le genre. J'ai gagné un peu de sous, je me suis acheté un ordi pour faire du montage, blablabla. J'ai rencontré Alex Lutz, avec qui je me suis vraiment bien entendu. Comment t'as rencontré Alex Lutz ? Pareil, je l'ai attendu. Alors là, pour le coup, il était en tournée à Lys, qui est une ville proche de Bondoufle dans le 91. J'y étais allé en vélo, j'étais allé voir son spectacle, et après, je l'ai attendu à la sortie, je l'ai harcelé en mode, tu fais des petites interviews, nanana. Il m'avait donné son mail. On s'était parlé, il m'avait invité à Paris à une avant-première d'un truc qu'il faisait. Je l'avais interviewé après dans l'espèce d'after party, tu vois, c'était la générale de son spectacle, je crois, au Grand Point Virgule. C'était l'ouverture du Grand Point Virgule à l'époque. Et voilà, je me souviens, il m'a présenté Jean-Marc Dumontet, qui est aujourd'hui mon producteur, qui est son producteur. Et quand Laurent Bon, le producteur du Petit Journal, a cherché à agrandir l'émission, ça s'est passé un peu de deux manières. Il y a eu Alex Lutz qui a proposé mon nom, et une directrice de casting qui m'avait fait faire un pilote pour une émission, qui a envoyé mon profil à Laurent Bon, et du coup, on s'est rencontrés. Il m'a fait passer un casting et j'ai remporté le casting pour intégrer l'émission. Ok. Et pour revenir un peu en arrière, mais comment ça s'est passé le passage entre le moment où tu t'es dit, ok, en fait, peut-être que je suis pas juste intervieweur, mais je peux être marrant, dans ta tête? Bah, je crois que c'est passé beaucoup par la démystification. De rencontrer des gens qui font ce métier que je trouvais impossible à faire et de me rendre compte que putain, c'est des gens humains en fait. On dirait mon grand frère, on dirait ma grande sœur, on dirait mon oncle, ma tante. Ça m'a fait me dire c'est possible en fait. Okay. Et je pense que d'avoir pu me rendre compte de ça, c'est génial parce que et c'est pour ça que moi, dès que je rencontre, dès qu'il y a des personnes plus jeunes que moi, entre guillemets, même si je sais que je suis très jeune et que je suis encore un poussin, mais qui viennent à mon spectacle ou autre et qui me disent j'ai envie de faire ça après mes études, enfin après le bac ou ceci, je leur dis toujours mais tente-le maintenant, va faire des trucs parce que sinon moi j'aurais fait journalisme après le bac et je me serais rendu compte à 22 piges que j'aime pas le journalisme, tu vois. Ça aurait été con quand même un peu. Bah oui. Donc c'est pour ça il vaut mieux tenter un peu comme un hobby le truc plus tôt et tu te rends compte. Et ouais, du coup d'avoir été en plus à l'école, ça m'a permis tous les jours, j'avais un public en fait. J'avais des gens dans ma classe, des potes et donc ça me permettait de tester des blagues même si pour le coup elles étaient méchantes au début. Ça m'a permis d'apprendre ce goût-là tu vois, et vraiment je me rappelle de moi le soir qui répétait devant mon miroir des vannes que j'allais faire le lendemain et de tout ce délire-là qui s'est lancé, tu vois. Et à l'époque j'ai aussi commencé Vine et c'est là que j'ai rencontré des amis avec qui je collabore toujours aujourd'hui qui sont Aram Anis Rally aujourd'hui, Freddy Gladieux, Aurélien Prévost, Idriss, Gloire. On en reparlera un peu des camarades, mais en fait donc le grand journal, le petit journal plutôt, tu te lances là-dedans. En fait, ta vie change du jour au lendemain. Ça doit bizarre, être ouf. Ouais. On te reconnaît dans la rue instant, non ? Ouais. À Paris, c'était particulier. Ouais. En banlieue, ça va, parce que je crois que c'est quand même très parisiano-parisien, le petit journal. Okay. Quotidien, maintenant, ça s'est ouvert. C'est pas quotidien, c'est ça. Ouais, c'était pas encore quotidien. Moi, j'ai fait une année petit journal, une année quotidien. D'ailleurs, j'ai vu le vrai changement, parce qu'entre les deux, je suis allé habiter à Paris. J'ai même pas encore les résultats du bac que j'ai pris un appart. Parce que la télé, faut le dire, on gagne bien sa vie. Et ouais, ça a changé quelque chose. Je pense que c'est ça aussi qui fait que je suis pas très à l'aise avec ma jeunesse et avec la jeunesse, c'est que j'ai pas eu le temps d'explorer la mienne. Dans le sens où dès 17 piges, j'étais assez régulièrement devant 1,5 million de personnes. Donc il y avait cette espèce de truc très bizarre de ne pas savoir qui tu es, mais de devoir prétendre être quelqu'un devant des gens et que j'avais depuis plus petit, mais à une plus petite échelle. Et là, d'un seul coup, c'était, je sais pas, j'allais au restaurant, je me souviens un jour d'un date que j'avais fait, et le serveur vient et me dit « La chronique d'hier, pas ouf ». Et ça te détruit, quoi. Tu sais, il y avait vraiment un truc de... Et puis c'est le moment où tu es censé savoir qui tu es socialement, et ça fausse un peu tous les rapports sociaux que tu as autour de toi. D'un seul coup, au lycée, une prof me donne les clés des classes si je veux aller faire des siestes. Les meufs que je draguais et qui se foutaient de moi, d'un seul coup, elles venaient vers moi. Il y avait tout un délire bizarre, des gens que je sais qui s'en foutaient de moi, voulaient être potes avec. Enfin, il y avait un truc très particulier. Et donc socialement, c'était un peu compliqué. Je pense que c'est pile poil la période où j'aurais pu devenir un bon connard. Et d'ailleurs, je pense que j'ai tout pour être un connard. Je lutte tous les jours pour pas être un connard. J'ai la gueule du petit connard, déjà, ça c'est vrai. Ça, je suis assez d'accord avec toi. Mais oui, j'ai une tête à claque de vraie merde. En plus de ça, j'ai été un peu médiatisé tôt, etc. Donc c'est une lutte perpétuelle pour pas être un fils de pute.
Comment tu fais? Bah, comment je fais? C'est facile, hein. En vrai. Bah, si, c'est vrai. Je pense qu'il y a 2 règles. Ouais. L'ego. Faut vraiment se rappeler que t'es une petite merde. C'est important. Et deuxièmement, ne pas être satisfait. Je pense que c'est les 2 règles pour pas être un connard. Je pense que tu deviens un connard, entre autres, dans ce métier, ou une connasse d'ailleurs. Parité dans les 2 sens. Oui, hein. bien sûr. Et bah, je pense que c'est quand, premièrement, tu te dis mon idée est mieux que la tienne, ou je suis mieux que ça, c'est l'ego et c'est à terminer. Et le deuxième truc, c'est quand tu t'es très vite satisfait de ce que tu fais. Dès que tu sors quelque chose et tu dis c'est bien, ça, c'est, pour moi, c'est le début de la fin, et c'est là que tu Swift. Tu parles pas de ton entourage? Parce que pour moi, il y a ce truc-là aussi, qui est un peu un garde-fou. Ah oui, mais D'avoir alors des gens l'entourage, qui il a mettent des jamais... claques, Ouais, mais je pense que si jamais t'as ce truc-là d'ego, ton entourage... En fait, je pense que Ah oui. l'entourage, peu importe l'entourage que tu as, si toi, tu mets une vibe de « je suis le meilleur », ils vont te suivre. Si toi, tu mets une vibe de « hey, si c'est de la merde, tu me le dis », ils te le diront. Et je pense que l'entourage, on se dit souvent, c'est être bien entouré. Et déjà, je suis pas trop à me faire des nouveaux amis puisque je sors pas, je vais pas trop en soirée et tout. Je suis un vieux papy de ouf, donc je me fais pas trop de nouveaux potes. J'ai les mêmes potes depuis que j'ai 14 piges, quasiment. Et j'ai l'impression que tant que tu n'insères pas cette vibe de on peut rien me dire ou je sais que moi je suis, et ben en fait tes potes ils te diront. Tu vois, moi des fois je fais des trucs et je reçois des appels et ils me disent ça c'est éclaté, faut que tu le supprimes. Et je suis bien content d'avoir ces potes là. Donc voilà. C'est pour revenir à ce que tu racontais tout à l'heure, c'est ta bande, c'est ça donc c'est multiprise. Hein, ouais, vous avez... exactement. Bah là, tu vois, j'étais à Nice la semaine dernière Ouais. et il y avait Gloire et Idriss par exemple. Tu vois, on est toujours, on travaille ensemble sur quasiment tous nos projets. On travaille ensemble. Ça, c'est quand même cool. C'est une petite clique de 5, 6, 7 personnes depuis que j'ai 14 piges. Moi, j'ai rejoint ce groupe. Et c'est super cool, c'est tellement agréable. Parce qu'eux, ils étaient déjà ensemble, c'est ça à l'époque Bah, en fait, vu que j'étais plus jeune, j'ai mis plus de temps à intégrer le groupe parce qu'il faut pas oublier que j'étais au collège-lycée, quoi, cette période. Donc, et eux, ils avaient tous, tu vois, aujourd'hui, ils ont la trentaine quasiment. Donc, à l'époque, ils avaient 19, 20, 22, 23. Et moi, j'avais 14 ans, donc c'était un peu chelou. J'étais moins proche du groupe. Et quand j'ai commencé à avoir 16 piges, je les ai vraiment rejoints. Et quand j'ai habité à Paris, d'un seul coup, ils venaient souvent chez moi ou inversement. Et du coup, là, on s'est vraiment, vraiment rapprochés. Et c'est très agréable d'avoir une clique sur qui tu peux te reposer quand ça va mal ou sur qui, quand tu sais qu'il y a un projet, tu peux très vite les appeler, ça va brainstormer, ça va discuter. Tu connais les forces et les faiblesses de chacun et tout est très rond en fait. C'est assez agréable. Comment ça se passe ton truc alors? C'est quand tu sors du petit journal et à un moment donné où tu te dis ok, je veux vraiment monter sur scène, ou ça se fait petit à petit dans ton parcours? Et ça s'est fait petit à petit. Vu que j'avais signé chez Jean-Marc Dumontet, qui est un producteur du coup de scène, avant même d'aller au petit journal, parce que à la base, moi je savais pas qu'il allait avoir le petit journal. Mon but était je savais pas si j'allais faire de la scène, mais mon but était de faire quelque chose d'artistique. D'accord. Et donc tu avais signé avec Jean-Marc Dumontet. À 15 ans et quelques, j'ai signé avec Dumontet. Ok, donc Jean-Marc Dumontet, qui est, pour les gens qui savent pas, l'un des plus gros producteurs de spectacles à Paris, quoi. Ouais. Donc lui, il t'avait... Grâce à Alex Lutz, ouais. Okay. Alex lui a dit, il est bizarre ce gamin. Et donc voilà. Et du coup, j'ai signé avec Jean-Marc et c'était super. Et après, le petit journal est tombé. Donc, d'un seul coup, pendant 2 ans, j'ai fait que le petit journal. Et en même temps, j'avais envie d'essayer la scène. Et parce que je traînais de plus en plus avec Fary et que Fary m'amenait en comedy club, m'amenait avec lui en tournée, etc., je me disais, putain, mais ça a l'air quand même d'être cool. Et alors, très vite, comme tout le monde au début, je me suis dit, en plus, ça a l'air facile. Alors que c'est un des trucs les plus durs que j'ai fait de ma petite vie. Et du coup, je me suis rendu compte qu'il fallait être très assidu sur scène, quasiment monter tous les soirs de la semaine sur scène, 1, 2, 3 fois par soir, si tu voulais progresser. Et ce n'était pas possible avec la télé, mais vraiment pas possible. Et du coup, à un moment, j'ai dû faire un choix. Et en plus de ça, je me rendais compte que moi, j'étais pas très heureux à la télé. Parce que le flux m'embêtait. Le côté, t'as que un jour entre le moment où t'as l'idée de la chronique et le moment où elle est diffusée devant tant de personnes. C'était un peu énervant parce que j'aime bien... travailler les trucs. Ouais, j'aime bien les peaufiner, tu vois. Et du coup, la combinaison des deux, mon envie grandissante de scène et le fait que je pouvais pas progresser bien si jamais je m'appliquais pas à fond, et le fait que la télé me rendait pas super heureux, à un moment j'ai décidé de démissionner pour faire la scène. Waouh. Wow. Et parce que en fait t'es pas non plus, certes tu fais des blagues, mais t'es toujours dans ce rôle d'intervieweur au petit journal en plus. Ouais, mais ça aussi ça m'embêtait un petit peu. C'était intéressant parce que donc moi à l'époque il y a Nicolas Vital qui était chez JMD qui m'avait dit on produit Panayotis, j'imagine que tu le connais et tout, et moi vraiment dans ma tête il y a eu ce switch de ok, donc en fait il est passé de intervieweur
ok, il monte sur scène direct, quoi. Ça c'était très vite, j'ai l'impression. Ouais, c'était très bizarre. En fait, nous, on écrivait les blagues avec Freddy et Aurélien, on écrivait les blagues pour la télé vraiment comme des blagues, et après, on les switchait en format pour que ce soit en mode interview. Mais c'était un peu des interviews à la John Oliver, c'est-à-dire que c'était des blagues déguisées en faux journalisme, tu vois. Donc, il y a toujours, pendant 2 ans, vraiment, Freddy et Aurélien m'ont éduqué à l'humour, parce que pour le coup, ils ont une culture de la comédie qui est vraiment vaste et puissante. Et du coup, j'ai vraiment appris avec eux. Et ça m'a permis, je pense, et puis en plus d'avoir le soutien de Farid après pour la scène, ça a été un super terreau, quoi. Donc tout ça, ça a été assez cool quand même. Ça s'est assez bien fait, même si ça a été très dur, parce que d'un seul coup, t'es plus à la télé, donc tout le monde autour de toi est en mode t'es espèce de con, tout le monde a envie d'être à quotidien, et toi t'es le gars qui démissionne pour aller t'enfermer dans des comédie clubs de 50 personnes. Ouais. Enfin, c'est débile, tu vois. Tu gagnes plus du tout d'argent. Je dois rendre mon appart. Je me mets en coloc. Plus personne me reconnaît dans la rue puisque je me laisse pousser la barbe et les cheveux. Donc il y a un truc très compliqué d'un seul coup de waouh, peut-être que je suis en train limite de foirer ma life. Ouais. Mais d'un autre côté, tu respires. Ça, c'était cool parce que c'était 2 ans très intenses. Et est-ce que les gens te renvoient de ce fait-là une idée d'échec, c'est ça? Ouais. Là, le plus dur, c'était de me convaincre que j'étais en train de faire la bonne chose. Ça, c'était dur parce que vraiment beaucoup, sauf vraiment Farid, c'est lui qui m'a conseillé, qui m'a vraiment conseillé pendant cette période. Et Farid disait, mais c'est vraiment, là, t'as fait un move qui est très fort. Laisse pas les gens te convaincre que c'est un échec, parce que sinon tu vas rendre ça un échec. Et ouais, c'était dur, tu vois. Même des gens de ma famille qui m'ont dit, mais t'es complètement con, là t'es en train de faire une grave erreur et tout. Donc c'était dur à 18 ans et quelques, 18-19 ans, de se dire, non, c'est un bon truc en fait que je suis en train de faire là. Je démissionne, j'ai plus de sous, plus personne ne me reconnaît, je suis plus à la télé, mais c'est un bon truc. C'était dur, la transition dans la tête, c'était un peu compliqué. Et comment il t'aide, Farid, à ce moment-là? Parce que est-ce qu'il est en train de croire en toi, limite, plus que ce que tu crois en toi? Exactement, Ouais. Bah bien sûr, c'est totalement ça. Ouais, c'est totalement ça. Non, bah lui, assez tôt, en fait, je sais plus pourquoi, à un moment, on a travaillé ensemble sur un projet, et il m'a dit des trucs cool, tu vois, et moi, je comprenais pas ce qu'il me disait. Il me disait, mais tu serais bon sur scène, je te le dis, et tout. Et moi, c'était pas trop ma vocation première, même si j'avais toujours eu cette idée-là, à un moment, de monter un spectacle ou de faire autre chose. Et vraiment en écrivant, il m'aidait à faire les pour et les contre de chaque idée. Et on se voyait 2, 3, 4 fois par semaine, tu vois, et on bossait ensemble. Il me trouvait des créneaux sur des plateaux, je faisais ses premières parties. Et il m'a vraiment aidé pendant cette période. Et à un moment, j'ai un peu pris plus mon envol pour la scène, et j'ai lancé le spectacle 2, 3 ans après ça. Et voilà, mais du coup, sans Farid, je pense que cette période aurait été beaucoup plus compliquée. Ok. Comment t'arrives à t'entourer comme ça? Enfin, tu vois, tu rencontres Farid tu racontais tout à l'heure sur une pub Nintendo. Ouais, c'est ouf, hein? Bah ouais, c'est un peu marrant, mais ça, c'est au petit bonheur la chance. J'ai l'impression que c'est ça qui est cool dans ce métier. Moi, je pense que c'est une des grosses forces de ce métier, c'est que tu rencontres toujours de nouvelles personnes. Il y a toujours des nouveaux liens qui se créent, que ce soit sur des courtes ou des longues périodes. Et si t'embrasses ces rencontres, c'est quand même un des meilleurs métiers du monde, parce que tu croises toujours des gens, il y a toujours des projets de long métrage, de court métrage, de séries, de films, de machins, de spectacles, de plateaux. Et tu rencontres énormément de gens, donc il y a toujours des affinités qui se créent, qui des fois se défont, mais c'est pas très grave. Et ça, j'aime beaucoup dans ce métier. Et du coup, très tôt, j'ai toujours eu cette idée-là que, entre autres, en rencontrant des gens qui, dans toutes les interviews, le point commun, c'était j'ai travaillé avec lui, lui, je le connais. Oh, tu connais lui? Bah, lui, en fait, c'est le pote de machin. Et j'ai très vite compris qu'en fait, ce métier-là, c'était pas une grande famille, comme les gens disent, mais je pense que c'est une espèce de grand bar où tout le monde parle un peu avec tout le monde et tout le monde voit de loin l'autre qui boit sa bière dans le fond du bar. Et ça, c'est assez cool quand même. Et du coup, c'était marrant de s'entourer de gens de manière assez organique, en fait. T'as fait un peu de ciné aussi? Ouais. Attends, où est-ce que je t'ai eu? Merde, j'ai pas préparé mon interview, tu vois. Ah non, bah, tant mieux. Il y a eu Mon chien stupide dernièrement, avec Yvan Attal. C'est ça qui... Et Charlotte Gainsbourg. Ouais. Et attends, non, il y a un autre film aussi où tu passes une... Je me trompe? Avec Dujardin, Le Dain, de Dupieux. Ouais, non? Ouais, aussi. Ouais, c'était marrant, ça. Bah, moi, en plus, je suis vraiment fan de Quentin Dupieux, donc c'était ouf. Quand tu te retrouves là-dedans, tu fais des castings, c'est ça? Ou il te contacte là maintenant? Là, mon agent m'a appelé, elle m'a dit, il y a un casting pour Dupieux, tu veux ou pas, même si c'est un petit rôle? J'étais en mode, mais totalement, je joue une porte, s'il faut. Donc c'était trop cool, franchement, c'était trop cool. Ouais. Mais j'ai pas envie d'être comédien. Ouais, ça te... Non, je trouve ça un peu chiant. Parce que là, pour le coup, dans Mon chien stupide, tu joues un rôle plus conséquent, quoi. Ouais. Non, mais Mon chien stupide, ça s'est fait parce que mon agent, elle m'a dit, mais vraiment, c'est Yvan Attal, Charlotte Gainsbourg et tout, tu vas kiffer, en fait, l'ambiance, ça va être très cool.
Et du coup, là, pour le coup, j'ai fait le casting, mais sinon, j'avoue, je fais peu de casting parce que je crois que de une, j'ai peur des castings. Vraiment effrayé par ça. T'as peur de l'échec ? Complètement. Ah ouais ? Bien sûr. Putain, mais tu montes sur scène, mec. Ah bah oui, le plus dur pour moi dans la scène, c'est ça. Hein. Ouais. Et je l'ai toujours pas réglé alors que ça fait 4 ans que je fais des spectacles, hein, mais c'est toujours ce moment-là où sur scène, tu sors et tu te dis, il y a très très peu de soirs où tu te dis, là j'ai été bon. Même les moments où ça se passe bien, même si des fois le public se lève à la fin, je sors de scène, mais comme tous les humoristes, hein, tu te dis, j'ai merdé, j'ai fourché sur ce mot, t'es complètement débile. Mais c'est un des trucs les plus durs, je trouve, avec la scène, c'est que si ça foire, bah, tu peux pas te trouver d'excuses, c'est que toi. Il n'y a pas ouais mais le montage ou non mais on n'avait pas assez de budget pour ah là là c'est le ou la maquilleuse qui a merdé là tu verras et non c'est toi poteau, t'as merdé, t'es une merde, c'est pas grave, faut remonter le lendemain. Ça c'était dur. Ok. Et ouais, de ce fait là tu pourrais aussi te dire ok j'embrasse cette vie de comédien parce que finalement il y a tellement de monde autour de toi que ça pourrait être la faute des autres. Ouais mais j'aime pas le métier en soi. J'aime pas l'idée de refaire 12 fois une scène. En fait je pense que c'est aussi que pour l'instant j'ai envie de lancer mes propres projets et quand t'es comédien sur un film ou autre tu es au service de quelqu'un, de la vision de quelqu'un et tu es vraiment une espèce de pâte à modeler, ce qui peut être cool je pense mais c'est pas ce dont j'ai besoin en ce moment. En ce moment j'ai besoin de comprendre ce que j'ai envie de faire ou ce que j'ai pas envie de faire et donc je pense que d'être au service d'un autre projet c'est pas forcément ce qui va m'attirer le plus pour le moment, tu vois. Et j'ai jamais kiffé déjà je pense que je suis pas bon comédien, je pense que je sais jouer la comédie mais je pense pas être un bon comédien et du coup j'ai l'impression qu'il faudrait vraiment que si je veux le faire faudrait vraiment que je travaille ou que j'y aille à fond et pour l'instant il y a d'autres projets donc c'est pas du tout une priorité. Tu racontais que tu montais ta boîte de prod, enfin que tu avais ta boîte de prod ouais. en fait, mais que tu es en train de la développer. Pourquoi tu as monté ta boîte de prod à l'époque ? Je l'ai montée pour plein de raisons parce que pour la télé, il y a des histoires de droits qui peuvent tomber sur d'autres choses où quand tu fais des petites pubs ou des petits trucs à côté, c'est des montants un peu plus conséquents et du coup c'est plus intéressant de les faire tomber sur une boîte. Et aussi parce que pour le spectacle, quand tu fais de la tournée, etc., c'est des sommes aussi qui peuvent pas forcément tomber sur le compte perso, donc tu fais tomber sur un compte de boîte. Okay. Donc j'ai monté ma boîte, qui est une boîte de production, et très vite, c'est comme ça que j'ai produit. À un moment, j'ai fait des petits formats sur YouTube, je les ai produits avec ça. J'avais un chargé de prod qui était Ben Nevers d'ailleurs à l'époque. Etc. Donc c'était assez marrant comme petite première expérience de prod. Et puis après, il y a d'autres petits projets que là, je veux lancer en ce moment parce que je pense que c'est la bonne période pour ça. C'est une bonne claque dans l'ego cette période parce que moi qui avais lancé mon spectacle de moi, écrit par moi, mis en scène par moi, Fari, Adib et c'est moi sur l'affiche et c'est mon nom, et ben d'un seul coup tout se casse la gueule, tu peux plus faire ça et donc très bonne claque dans de l'ego, d'un seul coup il faut faire d'autres choses et donc peut-être que l'autre chose ça peut être produire des contenus qui ne sont pas forcément de moi et là c'est très intéressant, c'est ce que j'essaie de voir en ce moment, ce qui peut être très cool. Je pense que j'aimerais bien produire des choses plus tard. C'est vrai ? Ouais. Mais de ce fait-là, de réussir à laisser la place aux autres ? Ouais. C'est un truc qui te... Ouais. Ok. Je kiffe trop la DA. Premièrement, la direction artistique, j'adore cette idée-là d'être la personne de l'ombre qui dit je trouve que ça, c'est peut-être plus intéressant que ça, ou ça, comme tu le disais au début, c'était peut-être mieux, faut revenir à cette idée. Et j'aime beaucoup cette idée-là de trouver des concepts, de vendre des concepts, d'aller les pitcher, Ça, j'aime beaucoup. Tu vois, je l'ai un peu fait sur le Sarfati de loin, parce que quand Fari a voulu lancer, qui est donc un comédie club, un très très beau comédie club qui s'est ouvert à Châtelet, rue Berger. Juste avant le confinement. Ouais, un an à peu près avant le confinement. Et qui cartonnait pour le coup, qui était complet genre 3-4 semaines en avance, c'était fou. Et quand Fari veut le lancer, il monte le projet, moi je ramène mon frère dessus qui est entrepreneur pour l'aider à faire toute la partie business. Et quand il cherchait un petit peu une espèce de DA pour la salle, très vite l'idée de JR qui est quelqu'un que je connais assez bien est venue et du coup je suis allé pitcher le concept à JR, je suis allé à Londres. Comment t'as connu JR ? C'est pareil, enfin tu vois, tu dis ça, tu passes... Bah, je l'ai connu par Woodkid. Non, c'est vrai en plus. Qui est un bon copain à toi. Bah oui, mais je l'avais rencontré à une soirée Canal, c'est aussi con que ça. À l'époque où j'étais à Canal, non même un peu plus tôt. À l'époque où je faisais des petites interviews, Canal m'avait invité à une soirée où il était là et j'ai discuté une demi-heure avec lui quoi. Et puis après j'ai pris son numéro et on s'est texté un peu et basta quoi. Et voilà, et un jour il m'a invité à un spectacle qui faisait à Montreux et donc on est parti 3 jours à Montreux et il y avait JR et du coup on s'est un peu rapprochés. Et donc tu vois là j'ai kiffé sur le Sarfati, aller convaincre JR que c'était une super opportunité, que le lieu allait être super, que la progrès allait être super et convaincre JR de venir sur le projet. J'ai adoré toute cette phase là. Et du coup, je me dis, putain, ce serait peut-être cool de
tu vois, là par exemple j'étais au service de Fary entre guillemets, tu vois. Fary avait une vision et je dis à Fary, bah peut-être qu'on peut ramener mon frère qui pourra faire le business, peut-être qu'on peut aller chercher cette personne, etc. Et j'aime cette idée là en tout cas, d'être dans l'ombre d'un projet, tu vois, qui se détache totalement de toi. Je trouve ça vraiment cool. Ok. Et dans l'idée même, tu pourrais arrêter de monter sur scène et faire que ça dans ta vie. Non, pas pour le moment. Okay. Non, mais pas maintenant. J'ai trop d'ego encore. Je suis trop égoïste et égocentré pour le moment. Puis surtout, t'as pas beaucoup joué ton spectacle. J'amorce déjà la transition. En vrai, j'ai joué 200 fois, hein, mais ouais. Ah ouais. Ouais, bien sûr. Oui, donc. Mais ce qui est pas beaucoup. Mais quand même, hein. La dernière fois, parce que 200... là, t'étais parti pour. Bon, il y a eu toutes des blagues. Si vous suivez, je mettrai les liens si vous connaissez pas. Si vous suivez pas Panayotis, mais c'est vrai que t'as eu ce truc où vraiment les salles ont coupé à partir du moment où t'as lancé le confinement. Ouais, on a lancé les plus grosses salles. C'était compliqué. Plus grosses. On avait 50 dates de tournée. On avait. Non, mais ce qui est fou, c'est que pendant la grève, on avait fait des affiches métro, donc personne les a vues. Pendant la grève, grosse grève, ouais, personne ne les a vues. Puis après, on s'est dit, bon, on va être malin, on va le mettre dehors. Donc, on a pris des colonnes Maurice. Et là, je te jure, ils annoncent le confinement. 3 jours après, premier confinement. Donc, colonnes Maurice qui ne servent à rien du tout. Et après, on fait des grands quais dans le métro juste avant qu'ils annoncent le couvre-feu. Genre 2 jours après, ils annoncent le couvre-feu. Donc, nous, on a des grands quais dans le métro, donc des 4x3, des 4 mètres sur 3, qui coûtent extrêmement cher, avec écrit 20 heures, truc, alors que les spectacles étaient décalés, c'était plus les mêmes horaires, rien n'allait. Donc, ça, c'était quand même super cool. C'était assez marrant. Et c'était le moment où, tu vois, il y avait 50 dates de tournée, on devait jouer au Théâtre du Rond-Point, on avait loué même des plus grosses salles que ça qu'on devait annoncer plus tard. Là, à la rentrée, je suis censé faire 50 Européens. On sait pas si on va les garder ou non. Et donc voilà. Mais c'est un peu marrant en vrai. Parce que moi qui aime le contrôle, comme je te disais au début, de par mon père, c'est une belle leçon, je te jure. En vrai, de vrai, ça m'apprend que les choses se passent jamais comme tu le veux. Et que tant que tu acceptes les choses et que tu essaies de faire au mieux, en vrai, ça peut que bien se passer. Donc c'est un peu marrant. C'est une bonne leçon. Ouais, puis c'est une bonne leçon de vie. Ouais. De manière générale, au-delà du business. Bien sûr. Et ça t'apprend à passer du temps avec toi aussi, les confinements. Donc c'est Comment bien. ça se passe? Ouais. Le premier est dur un peu. Coloc avec toi. Ouais. Dur. Le premier, j'étais vraiment seul, c'était un peu compliqué. Ouais. Et t'as fait quoi? J'ai lu beaucoup. Ouais. J'avais jamais vraiment réussi à lire et là, j'ai pris le truc et j'ai commencé à beaucoup lire. J'ai écrit d'autres choses que la scène parce que j'étais dans une période où j'avais besoin de décortiquer un truc un peu personnel et du coup, j'ai beaucoup écrit. Et j'en ferai, je pense, autre chose que la scène. Et j'ai eu je me suis nourri en fait. Ça, c'est quand même assez cool. Parce que la période de la télé, par exemple, c'était compliqué de se nourrir parce qu'il fallait. T'avais pas le temps. Ouais, régurgiter énormément de choses tout le temps. Et en fait, c'est cool par moment juste de faire une pause et de se nourrir. Après, malheureusement, il y a des conditions économiques compliquées et je pense qu'on n'est vraiment pas à plaindre par rapport à des gens, mais cette période, elle est... le seul point positif, je trouve, c'est qu'on peut se nourrir d'énormément de choses, tu vois. Il y a une espèce de... Comme si on avait mis le monde en pause et qu'on a le temps de voir ce qui s'est passé un peu avant, des films qu'on avait dit, ouais, je les mettrais, des séries, des bouquins, Ça, c'était assez cool. C'est quoi les trucs que t'as regardé et que t'as aimé? Là, dernièrement, je suis en train de terminer House of Cards, que je n'avais jamais vu. Magnifique. J'ai découvert Woody Allen, donc vraiment que des gens problématiques. Entre Kevin Spacey et Woody Allen. Louis C.K., t'as regardé ou pas? Ouais, et Polanski, mais vraiment. Non. Mais non, Woody Allen, j'ai découvert, j'avais jamais vu. Et vu qu'on m'avait toujours dit, mais c'est un stand-upper qui après a fait des films et tout, ça m'avait toujours intrigué, j'avais jamais vu. Et il y a des trucs très cool. J'ai découvert plein de personnalités. J'ai vraiment fait mon espèce de geekos de découvrir un ou une réalisatrice et de refaire toute la filmographie. Tu vois, je me suis refait énormément de Hitchcock. J'ai plongé dans Harry Astor parce que j'avais vu Midsommar que j'avais trouvé incroyable. Ouais. Et donc j'ai plongé dans plein de petits trucs comme ça. Ça c'est assez cool. Toi, t'as vu des trucs que t'as kiffé? Ouais, plein. Déjà, je me suis refait tous les Marvel pendant le premier coup. Ah, j'ai jamais vu moi. Mais dans l'ordre, je les ai regardés dans un. Tu sais, en fait. Il y a un ordre chronologique. Donc il y a l'ordre de sortie des films. Ok. Et après, tu as un ordre chronologique qui est complètement différent. D'accord. Donc j'ai fait ça. Comme Star Wars, quoi. Ouais, c'est ça. Oh, d'accord. Et c'était plutôt cool. Voilà. Ok. Putain, j'ai jamais vu. Jamais du tout. Rien. Non, rien. Pas mal. Si, j'ai vu Iron Man. C'est un Marvel? Ouais. Iron Man 1. Non, mais je confonds toujours DC Comics et Marvel. Ouais, c'est un Marvel. C'est un Marvel. J'ai vu. Je suis en train de revoir aussi une série qui s'appelle The Morning Show. Ouais, magnifique. Tu l'as vu? Ouais. Très très fort, hein. Meilleur truc écrit sur MeToo, quoi. Non, c'est très fort. Très balèze. Ouais. Merci beaucoup, Panayotis. Ça fait 1 heure qu'on parle. C'est vrai, déjà? Ouais. Fou. C'est fou, hein? Bah, écoute, trop bien. Qu'est-ce qu'on s'amuse? Bah oui.
De retour sur scène, Ouais, un pas de de ces jours. promo, hein, t'as vu, j'ai vraiment vu dans tes yeux, je suis désolé là, je peux pas. De retour sur scène un de ces jours. Non mais merci de venir Un de de ces cette quatre, hors promo, c'est cool aussi Bah oui, de venir raconter ton avec histoire. grand plaisir. Avec grand plaisir, tu m'as offert un café, moi, tu sais. Quoi. Ouais. Il m'en faut pas plus. Hein. Et puis RDV quand tu seras daron, comme ça on fera une histoire de daron ensemble. Vas-y, peut-être pas tout de suite, hein, mais. Ouais. Eh. Peut-être un de ces quatre, hein. On sait pas. Avant ça, t'as du taf à faire avec ta psy, tu sais. Oh oui. Tu vois. Ouais. Ou ton psy. Ouais. On verra. Si je vais pas transmettre trop de choses à un enfant qui a rien demandé. Déjà, tu n'y arriveras pas, de toute façon, personne n'y arrive, tu vois. On transmet des trucs, mais Ouais, c'est vrai. On verra. des petites névroses. Merci beaucoup en tout cas. C'est la pire fin d'épisode de tous les temps. Non, je crois On pas. s'est terminé sur des petites névroses. C'est bien les petites névroses. Ouais. Ouais, les petites névroses. On dirait un peu un truc de cul. Avec tes petites névroses, là. Ça fait un peu... Ouais, tu l'as dit avec un ton vraiment un peu... Peut-être que de sexualiser les névroses, ça arrange les choses. Hein. C'est vrai. Si tu vois les névroses, genre... ton petit trouble compulsif. Tiens, peut-être que ça résout les choses, de tout gérer comme ça. Peut-être. Ouais. Et je t'ai pas parlé de ton coloc, Ouais, de ton fameux coloc dont Ouais. tu parles dans ton spectacle. ouais. Mais c'est pareil en fait, j'ai l'impression que c'est un mec qui a 15 ans de plus que toi. Et qui a 40 piges, ouais. Qui aujourd'hui a 44, 43, Ah oui, donc 44. 20 ans de plus que toi en vrai. Ouais. Et qui est une sorte de Jiminy Cricket dans ta vie. Ouais. Bah, j'ai pas la ref, mais... Tu l'as pas? T'as jamais vu Pinocchio? Non. Qu'est-ce Je mets que c'est que ton du enfance? produit lave-vaisselle dans mon lave-vaisselle. Mais Pinocchio le dit, tu vois le Oui, film. oui, mais non, j'ai jamais vu. Il a sa conscience en fait, tu vois, sa petite Ouais, ouais. conscience. Non, mais c'est vrai, ça a été ça. Bah, ouais. C'était une expérience de ouf. C'était très marrant à 20 piges, alors que j'étais dans une espèce de crise identitaire de qui je suis, qui je pensais être, qu'est-ce que je dois abandonner de mon éducation, qu'est-ce que je dois gagner, etc. D'avoir quelqu'un à côté qui vivait la même chose à 40 ans à travers cette crise de la quarantaine, mais qui en plus de ça est artiste, c'est un artiste, et qui... c'était génial, c'était incroyable. J'ai appris, je pense... c'est une coloc qui a duré 8 mois hein, pour le coup. Mais j'ai tellement appris. J'ai l'impression d'avoir gagné 5 ans en 8 mois. C'était fou. C'est pareil, t'as fait un stage de quarantenaire, c'est ça Ouais, exactement. J'ai quarantaine. fait un stage sur la quarantaine. Non, c'était fou. C'était vraiment fou. C'était très marrant. Et ça m'a démystifié aussi de vieillir. Parce que je pense que j'avais ce truc-là de putain, si j'ai réussi pas ça avant 22, 23, 25 ans et tout. Et en fait, ça m'a vraiment démystifié tout ça. De me dire, en fait, ça sert à quoi de faire les choses tôt si t'es pas prêt? Mais ça aussi, c'est une forme de lâcher prise, c'est ouf. Ouais. Bah, je travaille là-dessus. La pénétration. C'est vrai? Apprendre à laisser... hop. Yes. Apprendre à laisser les choses entrer. Ouais. Yes. Merci Pana, c'était chouette. C'était souhaite. Souhaite. Yes. Les mecs sont sous MD. Pas du tout. Bon, allez, à Salut. toutes. Ciao. Merci beaucoup pour votre écoute. Avant de nous quitter, si vous avez aimé ce podcast et cet épisode, merci de lui mettre un commentaire sur Apple Podcast et 5 étoiles de préférence. C'est le meilleur moyen de le faire connaître. Vous pouvez faire comme Macha Chose qui a écrit: comme toujours avec les podcasts de Fab Florent, on a l'impression d'être une petite souris. Les invités sont intéressants, tout comme leur parcours de vie. On rit, on s'interroge, on apprend, et on apprend aussi sur soi. Merci Fab, tes podcasts sont inspirants. Eh ben merci beaucoup, ça fait plaisir. Et si vous voulez faire comme elle, vous vous rendez sur Apple Podcast et vous cherchez Histoire de succès directement dans votre appli ou sur votre ordinateur. Merci beaucoup à vous et rendez-vous jeudi matin à la même heure à partir de 6h du matin dans votre appli de podcast pour un nouvel épisode d'Histoire de succès.